Hello la team, comment s'est passée cette semaine? Est-ce que déjà vous êtes en train de préparer les fêtes? De mon côté, je m'apprête à partir à Los Angeles pour réveillonner avec certains membres de la commu et j'ai beaucoup trop hâte de vous retrouver là-bas. Mais bref, vu qu'on n'est pas ici pour parler de ma life, passons à la suite. Et ce que j'ai vu sur Instagram, c'est que vous étiez méga chaud pour que je vous parle des prochains joueurs français qui, selon moi, ont un avenir en NBA. A priori, le sujet vous motivait de fou, vu comment il n'y a pas eu de suspense. Ceci dit, si vous vouliez que je parle autre chose, si vous auriez préféré que je parle d'autre chose, il fallait participer au vote. Pour ça, l'exclusivité est sur le canal Instagram, donc si vous voulez changer la donne, pas le choix, c'est là-bas qu'il faut nous rejoindre. On est de plus en plus nombreux, du coup je vous attends. Quoi qu'il en soit, de mon côté, vous l'avez compris, j'ai pu choisir 6 tricolores auxquels je crois concernant un avenir dans la Grande Ligue. Du coup, accrochez-vous bien, c'est bien de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, tu connais la tradition. Qui dit Noël dit basket, et qui dit basket dit NBA League Pass. Du coup, ouais, cette vidéo est sponsorisée par la NBA, je les remercie fort pour ça. Et nous, on va parler des Christmas Games. Cette année, c'est du lourd. Wemby au Madison contre les Knicks, Luka face à Ant-Man, Tatum contre Embiid, LeBron contre Curry, et un petit Jokic Durant pour finir en beauté. C'est tellement ouf. Bref, une journée de Noël parfaite, un 25 parfait pour nous tous, les fans NBA. Et quel est le meilleur moyen de suivre tout ça? Le NBA League Pass, bien évidemment. Avec le League Pass, tu peux mater tous ces matchs où tu veux, quand tu veux, en direct, comme en différé. T'as pas envie de te faire spoiler? Pas de soucis, il y a une option pour cacher les scores. T'es plutôt du genre à te faire une session condensée plus tard? C'est dispo aussi. Le format All Possession, c'est clairement parfait pour ça. Bah ouais, il est clairement impossible de regarder tous les matchs NBA. Par contre, avec ce format, en 40 minutes, t'as absolument tout ce qu'il te faut pour comprendre la physionomie du game. Mais ça, chacun fait comme il veut. En gros, le NBA League Pass, c'est de la NBA à ta sauce, sans pub, sans coupure, sans galère. Et si t'es étudiant, là, c'est cadeau. Tu vas bénéficier de 40% de réduction sur l'abonnement mensuel pendant un an. Ouais, 40% c'est énorme. Chaque mois, tu dépenses moins que pour un resto en livraison, et finalement, t'as toute la NBA dans ta poche. Et si t'es pas étudiant, pas grave, il y a aussi des abonnements adaptés à ton budget. Mensuel, annuel, premium ou pas premium. Vraiment, c'est à la carte. De toute façon, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, moi ça fait plus de 10 ans que je le prends, le NBA League Pass, et une fois que t'y as goûté, c'est trop dur. Tu n'en sors plus, c'est indispensable. Alors si t'as envie de vibrer devant les Christmas Games, mais aussi toute la saison et les playoffs, t'as mon lien en description, va cliquer dessus. L'abonnement classique, la réduction étudiant, il y a tout là-bas. Alors si tu veux soutenir mes projets tout en kiffant ta journée de Noël à la sauce NBA, tu sais quoi faire. Rejoins-nous sur le NBA League Pass en utilisant mon lien. Mais bref, comme vous l'avez compris, pour cette vidéo, on va parler des 6 joueurs français qui, selon moi, ont le potentiel suffisant pour se construire un avenir à NBA à court terme. Sauf que, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut un petit peu clarifier les critères que j'ai décidé d'utiliser pour cette sélection. Et là c'est simple, il n'y a qu'une seule chose à retenir, je ne me concentre que sur des joueurs éligibles pour la draft 2025. Ça veut dire qu'ils doivent être nés en 2006 ou avant et qu'ils ne doivent jamais avoir participé à une draft NBA. Ce cadre exclut donc certains talents, il faut en être conscient, mais c'est aussi le jeu, il faut faire des choix. Par exemple, Nadir Ifi, qui a participé à la Summer League en 2024 sans être drafté, n'est malheureusement pas dans cette liste. Pourtant, le meneur super explosif a déjà prouvé son talent, notamment avec ses capacités de scoring et sa vitesse d'exécution. Même s'il est resté en France cette saison afin de découvrir l'Euroleague avec le Paris Basketball, ses perfs en Ligue d'été en ont marqué plus d'un il y a quelques mois. La porte NBA a beau rester entrouverte, pour lui, il ne correspond juste pas à mes critères du jour. De même, certains espoirs restent encore trop jeunes pour intégrer la discussion, mais ce n'est pas pour ça que je ne reconnais pas leur talent. Je peux donner quelques exemples en donnant un représentant par année si vous voulez, 2007, 2008, 2009 et 2010. Donc parmi eux, Hugo Fakora, né en 2007, un ailier longiligne de très grande taille qui combine dribble, tir et finesse. Actuellement en overtime elite, il fait preuve d'une maturité technique impressionnante pour son âge, même si son physique léger reste un point à travailler. C'est typiquement le genre de profil qui pourrait exploser à mon sens dans quelques années. Un autre exemple est Cameron Window, né en 2008, MVP de l'Eurobasket U16 en 2024. Ce poste 4 puissant est une machine près du cercle, aussi bien offensivement que défensivement. Malgré son jeune âge, il affiche déjà une maturité physique impressionnante et un impact des deux côtés du terrain. S'il continue sur cette lancée, il deviendra incontournable. Puis dans la catégorie des plus jeunes,
jeune, Nathan Soliman, né en 2009, est lui aussi hyper prometteur. Déjà mesuré à plus de 2 mètres à 15 ans, il impressionne par son QI basket et sa polyvalence. Capable de défendre sur plusieurs postes et de contribuer offensivement, il est déjà dans le viseur des scouts NBA. J'avais déjà évoqué son cas l'an dernier et clairement, il fait partie des jeunes tricolores à suivre pour la suite. Enfin, dans le rayon des joueurs trop jeunes pour que je parle d'eux aujourd'hui, il y a Aniel Fevri, né en 2010, qui évolue au Real Madrid et se distingue par sa vitesse et sa capacité à attaquer le cercle. À 14 ans seulement, il doit encore travailler sa régularité et sa sélection de tir, mais le potentiel est vraiment là. Mais vous l'avez compris, pour tous ces joueurs, aussi prometteurs soient-ils, je préfère encore attendre un petit peu. Laissons-les se développer étape par étape avant de trop s'enflammer concernant leur avenir professionnel. J'ai fait des erreurs là-dessus par le passé, je ne veux pas les reproduire. Parce que ouais, même si tous ces garçons incarnent la richesse du vivier français, ils ne sont pas encore prêts pour la NBA. Ce n'est pas pour ça que dans le futur ils ne feront pas parler d'eux, mais pour cette vidéo j'ai décidé de me concentrer sur ceux qui ont une chance d'être draftés en juin prochain là, en 2025. Et même avec ces critères là qui m'ont permis de mettre pas mal de monde de côté, j'ai été obligé de faire de gros choix. Ça n'a pas été simple de faire ma sélection, et j'ai eu beaucoup de crève-cœur. Du coup, qui sont, selon moi, ces 6 jeunes talents français qui ont le plus de chances de franchir le cap pour la draft 2025? Je vous les présente tout de suite, dans l'ordre alphabétique. On commence par Noah Essengue qui fait de plus en plus parler de lui auprès des scouts NBA. Il est un prospect intrigant, doté de qualités athlétiques impressionnantes, mais évidemment le concernant aussi il y a quelques limites à corriger. Quoi qu'il en soit, et je vais en parler, jusque-là il a connu un parcours plutôt atypique. En effet, après un passage marquant au Pôle France, Noah Essengue a choisi de rejoindre le club allemand d'Ulm il y a un peu plus d'1 an. Cette décision lui a permis de s'immerger dans un environnement compétitif, partagé entre l'équipe réserve et le groupe professionnel. Il a même eu l'occasion de fouler les parquets de l'Eurocup, une expérience précieuse à seulement 17 ans. Parallèlement, il a été un élément clé des Bleus lors du championnat d'Europe U18 l'été dernier. Une trajectoire qui le prédispose à attirer l'attention de pas mal de GM concernant la draft 2025 qui s'annonce assez relevée quand même. Mesurant 2m08 et disposant d'une large envergure, Essengue possède des dimensions idéales pour un intérieur moderne. Il combine ça avec une vitesse impressionnante, une agilité latérale rare et une détente assez phénoménale. Toutefois, son poids actuel de 90 kg le place parmi les joueurs les plus légers pour son poste. Cette lacune, souvent exposée au contact dans la peinture, est un point d'amélioration évident. Ceci dit, à seulement 18 ans, il dispose encore de temps pour développer sa carrure et son physique. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'il a beau être de 2006, il est de toute fin d'année, mi-décembre. Ses 18 ans, il vient à peine de les fêter là, il y a quelques jours. Il sera donc l'un des plus jeunes joueurs potentiellement draftés en juin prochain. Mais ce que je retiendrai en tout cas, c'est que malgré son jeune âge, il est déjà un athlète très complet. D'ailleurs, quand on le regarde jouer, ça se voit à Ulm. Essengue brille surtout par ses qualités en contre-attaque. Avec une bonne vitesse et une vraie fluidité, il n'a aucun mal à parcourir le terrain. Il excelle dans les phases rapides et maintient des pourcentages très efficaces dans le jeu en transition. Il n'a pas peur du contact malgré son physique frêle et arrive à s'offrir quasi 6 lancers francs par rencontre grâce à son agressivité et son sens du contact. C'est excellent. Et puis sur demi-terrain, même s'il est un poil moins à l'aise dans le secteur, ses instincts de cutter sont tout aussi précieux pour son équipe. Puis de toute façon, globalement, off-ball, il est très bon. Que ce soit dans le corner ou dans la zone près du cercle, il sait identifier les brèches des défenses pour s'offrir des paniers faciles. Et en fait, ces coups-là, et puis même sa façon de jouer de manière générale, permet de voir qu'il comprend vraiment bien le jeu finalement. D'un point de vue technique, ses fondamentaux en pick and roll sont solides. En tant que poseur d'écran, il se montre efficace et rapide à plonger vers le cercle, ce qui, au vu de sa taille et de son jump, en fait une excellente cible pour des alley-oops ou des passes lobées. Cependant, comme je le laissais entrevoir plus tôt, certaines limites se dévoilent un petit peu plus sur jeu placé. Son efficacité près du cercle n'est pas du tout la même que lorsqu'il joue en transition, et dans ces situations, il affiche une difficulté notable à finir au contact. Son manque de masse corporelle le handicape face à des défenseurs physiques quand il n'est pas lancé, et sa coordination peut parfois être mise à mal lorsqu'il attaque la peinture à pleine vitesse. Il sera donc nécessaire, je pense, qu'il se développe physiquement pour pouvoir combler au maximum cette faille. Surtout que je pense qu'il y a un autre point faible important à souligner, la régularité de son tir extérieur. Malgré une mécanique cohérente et une confiance certaine, il peine à trouver la constance, avec seulement 32% de réussite à 3 points cette saison. Son faible pourcentage au lancer franc reflète un travail encore en construction pour ce qui est de son shoot de manière générale. Puis défensivement, c'est pareil, Essengue est un diamant avec énormément d'outils, mais encore un diamant brut, un diamant à polir. Ouais, ses qualités athlétiques lui permettent de briller sur les rotations rapides et les contestations de tir, c'est déjà super cool. Cependant, son manque d'expérience se traduit parfois par des erreurs de positionnement ou des retards dans les aides. Puis encore une fois, face à des joueurs plus massifs, il a tendance à se faire dominer physiquement. Mais à ce propos, je n'ai pas trop d'inquiétude, ça devrait s'améliorer ça, avec son développement physique et la maturité. D'ailleurs, s'il a déjà obtenu ses premières sélections en équipe de France 1 en senior, c'est que Frédéric Fautou, le sélectionneur, croit vraiment en lui. C'est pour ça que je me dis que si Noah Essengue continue sur sa lancée
lancé, il pourrait clairement viser une place dans le top 15 de la prochaine draft. Beaucoup de choses en fait quant à son placement dépendront de sa capacité à progresser sur ses points faibles, notamment sur son tir à extérieur et sa capacité à mieux jouer sur jeu placé, sur jeu construit. Les équipes NBA apprécieront sa polyvalence, mais certains pourraient être un petit peu rebutés par son manque de densité physique si les GM veulent un impact immédiat. En revanche, je pense que si pour lui tout va bien, il pourrait à terme s'imposer comme un vrai two-way player en NBA. À lui donc maintenant de travailler son physique et de gagner suffisamment de maturité dans son jeu pour convaincre ses futurs coachs de lui offrir un tel rôle. Sans ça, Senge pourrait passer beaucoup de temps en G-League le temps de se développer, au moins dans un premier temps. Quoi qu'il en soit, concernant la suite, j'y crois ensuite. Le potentiel est clairement présent pour ce qui est de Noah Senge. Maintenant, et je pense que c'est un petit peu la surprise du jour, j'ai eu envie de parler d'Ilias Kamardine. Ouais, à 21 ans, il est l'un des 2 joueurs les plus âgés dont je vais parler aujourd'hui, et il évolue dans le championnat français, en Betclic Elite. Cependant, son âge, en tout cas selon moi, ne l'empêche pas d'être l'un des prospects français les plus intéressants en vue de la draft 2025. Combo garde d'1m93, Kamardine est un arrière assez polyvalent, et même s'il pourrait paraître un petit peu vieux pour cette cuvée là qui approche en juin prochain, il attire quand même l'œil des scouts NBA dernièrement. Alors qui est-il et quelles sont ses chances réelles de percer dans la grande ligue à mes yeux? Originaire de Marseille, Ilias s'est formé à la JDA Dijon, avant de s'aguerrir pendant 2 saisons en Pro B avec Évreux, puis Vichy. Ses expériences lui ont permis d'affronter des joueurs professionnels dès son plus jeune âge, tout en développant son jeu. Lors de sa dernière saison en Pro B, avec Vichy, il a tourné à 13 points par match, tout en participant à la très bonne saison collective de sa team. Cette saison donc, il est revenu à Dijon pour évoluer en Betclic Elite, un vrai challenge pour lui. Mais jusque-là, ça lui réussit plutôt bien. Kamardine évolue dans un environnement très compétitif, il dispute l'Eurocup et affronte des adversaires au niveau de plus en plus élevé. Et s'il s'illustre justement en Coupe d'Europe ou en Betclic Elite, c'est avant tout par son scoring. En tant que combo guard, il peut s'exprimer aussi bien comme porteur de balle que dans des situations de catch and shoot. Lors de l'Euro U20 où il a été sacré MVP, il a démontré une efficacité redoutable à 3 points, tout en prouvant sa capacité à attaquer le cercle grâce à son toucher et sa vitesse. Mais au-delà du scoring, moi je trouve qu'Ilias montre des qualités très intéressantes dans la création. Capable de délivrer quelques passes décisives quand il occupe le poste de meneur de jeu, il sait lire les décalages et distribuer à ses coéquipiers. Attention juste des fois à ne pas trop se précipiter, notamment lorsqu'il est sous pression. Confondre vitesse et précipitation, c'est jamais bon face à des pros. Quoi qu'il en soit, et c'est positif, il est un joueur plein d'énergie, et ça se remarque aussi en défense. Avec plus de 2 interceptions par match lors de l'Euro U20, il s'est imposé comme un spécialiste dans le domaine, grâce à un sens de l'anticipation et des qualités athlétiques évidentes. Cependant, là encore, il manque peut-être encore un petit peu de discipline. Il lui arrive de se faire piéger sur certaines rotations, ou encore de trop gamble sur des feintes sur lesquelles il se fait avoir. Je pense qu'il sera important de mûrir un petit peu et de combler ses lacunes dans l'idée d'être un défenseur tout aussi performant dans la grande ligue dans le futur. Néanmoins, je pense que le principal défi d'Ilias pour franchir un nouveau cap restera son physique. À 1m93 pour environ 85 kg, il devra sûrement gagner en masse musculaire pour mieux encaisser les contacts, que ce soit en attaque ou en défense. À côté de ça, on l'a déjà évoqué un petit peu plus tôt, sous pression parfois, il panique un peu, il peut précipiter ses tirs, et sa mécanique en pâtit. Pour améliorer ça, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution, le temps, le gain de maturité et la salle de musculation. Ces ajustements sont plutôt classiques et logiques pour un jeune joueur, mais ils conditionneront sa capacité à attirer les regards des franchises NBA, surtout que dans sa cuvée, d'autres joueurs plus jeunes semblent un poil en avance sur lui dans leur développement et dans ces domaines-là. Et c'est un petit peu ça le souci concernant Kamardine, le fait qu'il ait déjà 21 ans laisse penser que son potentiel est moins important que celui d'autres joueurs plus jeunes, même si lui est clairement un late bloomer. C'est pour ça que le Dijonais a beau être un prospect intrigant, sa place pour la draft 2025 est encore loin d'être garantie à ce jour. À lui donc de montrer une progression significative d'ici le jour J, donc pour taper définitivement dans l'œil des scouts. Si c'est le cas, pourquoi ne pas imaginer un spot au second tour? Dans un scénario où tout se passe bien, il pourrait alors potentiellement s'affirmer comme un role-player intéressant en sortie de banc en NBA. Si ce n'est pas le cas, son avenir se déroulera alors plus probablement en Europe. Mais en attendant d'avoir cette réponse, je pense que son développement sera à suivre de près. Maintenant, Noah Penda, un nom qui lui aussi commence à faire du bruit dans les oreilles des scouts Quinry. En même temps, il y a de bonnes raisons pour ça, tant pour moi, en termes de polyvalence, il correspond vraiment au prototype du basketteur moderne. Ancien coéquipier d'Ilias Kamardine à Vichy, il évolue désormais au Mans de son côté, lui aussi en Betclic Elite. Plus de 2 mètres, plus de 100 kg, une envergure d'albatros, mais aussi un rare mélange de qualités physiques, défensives et intellectuelles, c'est déjà pas mal pour l'ailier de 19 ans. D'ailleurs, clairement, quand on parle de Penda, c'est ça, ce sont avant tout ses outils défensifs qui sautent aux yeux. Avec sa taille et sa longueur, il peut aussi bien contenir des intérieurs que des extérieurs, et ce n'est pas seulement dû à son physique. On parle d'un joueur avec un vrai QI basket, d'un joueur malin dans ses déplacements, qui anticipe bien les lignes de passe, et se montre redoutable en aide défensive grâce à ses instincts
de contreur. Sa capacité à protéger le cercle et son effort constant sur les rebonds en font d'ores et déjà un joueur très précieux, même si les stats brutes ne reflètent pas forcément tout son impact et tout son talent. Pour moi, de ce côté-là du terrain, il est déjà prêt pour la NBA. Par contre, en attaque, et c'est là où le bas blesse, il est encore un petit peu brut, il est encore un joueur en construction. Ok, il montre des flashs intéressants en tant que playmaker, avec une très bonne vision pour un joueur de sa taille. Ok, ses passes, de manière générale, sont précises et rapides, et il a souvent démontré une capacité à trouver ses coéquipiers dans des positions idéales. Cependant, son jeu offensif reste perfectible, son dribble, par exemple, encore un peu haut, le rend vulnérable face à des défenseurs plus rapides. Puis pareil, son tir extérieur, et on sait à quel point c'est important dans la NBA, reste encore trop irrégulier. Bien qu'en progression dans le domaine, sa mécanique semble encore avoir besoin d'être affinée pour qu'il devienne une menace fiable au périmètre. À côté de ça, son efficacité près du cercle est limitée par des finitions parfois hésitantes lorsqu'il est confronté à des défenseurs plus physiques. Donc ouais, quand je dis que son attaque est encore en construction, c'est qu'il a quand même encore pas mal de points importants à améliorer dans le domaine. Malgré tout, son potentiel de 3&D, avec un potentiel de création, en tout cas s'il améliore son dribble, reste très intriguant et fait plaisir à voir, il est très intéressant. Il devra absolument développer un shoot extérieur fiable de toute façon pour s'imposer, et ça c'est la condition sine qua non, mais à 19 ans, il en est définitivement capable, et s'il y arrive, sky is the limit pour lui. Même s'il n'est pas forcément le joueur le plus athlétique du game et que ça peut limiter son plafond, j'aime comment il compense grâce à ses outils et son sens du jeu. Par contre, même si le potentiel est présent, il a encore du taf devant lui s'il veut l'exploiter à 100% ce potentiel, et certains scouts NBA auront peut-être besoin de plus de preuves pour être totalement convaincus. La défense a beau être au top, trop d'interrogations subsistent, en tout cas selon moi, pour ce qui est de l'attaque, et c'est pour ça que je ne l'imagine pas choisi avant le deuxième tour pour la prochaine draft. S'il ne confirme pas que ses flashs peuvent avoir lieu de façon plus constante, il pourrait même ne pas être drafté du tout, mais attention, rien n'est joué, et si Penda arrive à se montrer plus régulier au tir, sa cote pourrait vite grimper. Une fin de premier tour pourrait même être accessible. Et franchement, ce serait mérité, car s'il atteint son full potentiel, je pense qu'en NBA, à terme, il pourrait alors devenir un glue guy parfait, un mec qui joue pour l'équipe, qui fait absolument tout pour gagner. Le genre de joueur qui n'a pas besoin de monopoliser le ballon, mais qui fait tout le reste, des deux côtés du terrain, et que les coachs adorent. La fin de saison avec Le Mans sera donc décisive pour lui, et s'il arrive à montrer une meilleure constance au shoot et qu'il fait des progrès sur son handle, je pense qu'il peut avoir un avenir très intéressant dans la grande ligue. Maintenant, je vais parler de Zachary Perrin, un profil que j'adore autant qu'il m'intrigue. Né en 2004, cet intérieur de 2,08 m pour environ 100 kg est actuellement en bonne voie pour rejoindre la NBA rapidement. Il n'a peut-être pas le même éclat médiatique que certains, mais son profil reste tout aussi fascinant pour les scouts et pour les fans. Et d'abord, il faut savoir que le parcours de Zachary Perrin n'a rien d'un long fleuve tranquille. Après avoir brillé chez les jeunes à Antibes et dominé en Pro B, il a tenté l'expérience américaine en 2022, en s'engageant avec l'université d'Illinois en NCAA. Mais cette aventure a vite viré au cauchemar, des problèmes administratifs et un temps de jeu inexistant l'ont poussé à revenir en France après seulement quelques mois. Cette parenthèse ratée lui a fait perdre 1 an de progression, mais en parallèle j'ai l'impression qu'elle lui a quand même fait gagner en maturité. Aujourd'hui il évolue sous les couleurs de Nancy en Betclic Elite pour affronter ce qu'il se fait de mieux en France. Un vrai challenge justement pour voir sa valeur et son potentiel au plus haut niveau français. Sur le terrain, Zachary Perrin est un intérieur au style de jeu très moderne, un joueur capable de faire à peu près tout. Offensivement il excelle en tant que finisseur grâce à son toucher près du cercle, mais il peut aussi s'écarter et attaquer en face-up. Son objectif affiché est de devenir un véritable stretch fort, capable d'écarter le jeu grâce à son tir extérieur. Certes, pour ça, son shoot à 3 points manque encore de régularité, mais ce que j'aime, c'est que les progrès sont visibles dernièrement. Globalement, il est un joueur intelligent, qui se démarque par sa faculté à bien lire le jeu et à faire des passes rapides, un atout précieux pour fluidifier une attaque. Et puis défensivement, c'est la même, Perrin est tout aussi intéressant. Sa mobilité latérale est impressionnante pour un joueur de sa taille, ce qui lui permet de contenir des joueurs plus petits quand il est nécessaire de switcher. Il possède aussi la force nécessaire pour résister à des big men plus physiques dans la raquette. Petit bémol par contre, il n'est pas un athlète élite et il reste limité dans sa capacité à jouer au-dessus du cercle. Ça peut potentiellement être un frein pour la NBA, vu la densité physique qu'il y a là-bas. Quoi qu'il en soit, à 20 ans, il est déjà un joueur très mature, avec une éthique de travail exemplaire selon ses coachs. Faites-lui donc confiance pour fournir le travail nécessaire, bosser sur ses failles et se montrer à la hauteur quand il sera temps. En fait, ce qui me fait le plus peur le concernant n'est pas lié à son jeu. Son expérience ratée en NCAA et le fait qu'il soit un joueur âgé pour la draft pourrait faire peur aux recruteurs. Est-il capable de s'adapter à la vie outre-Atlantique? Ça, pour le moment, ça reste un vrai point d'interrogation, même si depuis il a mûri. Mais moi, ce que je me dis, c'est que s'il trouve une vraie constance en son tir sur cette deuxième partie de saison en Betclic Elite et qu'il réussit à réaliser 2 ou 3 perfs marquantes, sa cote pourrait très vite grimper. Pour le moment, il n'apparaît pas dans beaucoup de mocks, mais des workouts réussis pourraient potentiellement lui permettre d'atteindre le second tour, je me dis. Le QI basket est là, la maturité aussi, alors si le tir extérieur suit, pourquoi ne pas l'imaginer comme un futur joueur de rotation en NBA à terme? Même si pour ça, Perrin a encore pas mal de choses à prouver, le potentiel est vraiment présent, j'en suis certain.
Mais le plus âgé dont je vais parler aujourd'hui, il est là, c'est Maxime Reynaud de l'université de Stanford aux États-Unis. À 21 ans, ce pivot de 2,16 m pour 113 kg a littéralement explosé cette saison avec sa fac. Et croyez-moi, bien qu'il soit né en 2003, les scouts NBA ont commencé à sérieusement noter son nom sur leur tablette. Mais avant de parler de son avenir dans la Grande Ligue, on va commencer par évoquer son profil. Originaire de Paris, Reynaud a été formé à Charenton avant de passer par Nanterre, où il a pu disputer l'Euroleague Junior et côtoyer des pépites comme Victor Wembanyama. Le choix de s'expatrier aux États-Unis, il l'a fait très tôt, après avoir refusé les centres de formation traditionnels en France. Depuis, il évolue à Stanford, un programme reconnu autant pour son excellence académique que pour son sérieux sportif. 4 ans plus tard, le voilà dans sa dernière saison universitaire où il compile 22 points, 11 rebonds et des pourcentages impressionnants, de 50% au tir et 40% à 3 points. Et ce que j'adore avec ça, c'est qu'il est complètement passionné par l'espace et de ce qu'il se dit, c'est qu'à Stanford, avec son niveau d'études, il pourrait même rentrer à la NASA potentiellement s'il le voulait et que la NBA n'était pas sa priorité. Mais si on revient au jeu pur et dur, ce qui frappe vraiment chez Reynaud, c'est son côté big man à l'ancienne. Il a un jeu vraiment old school dans la peinture, avec une panoplie de moves au poste très développée et un vrai instinct pour aller chercher les rebonds offensifs. Mais à côté de ça, il a également un côté moderne. Reynaud peut s'écarter, planter des 3 points à un rythme régulier et largement écarter le jeu, un atout potentiellement extrêmement précieux dans la NBA d'aujourd'hui. Et en fait, c'est ça le truc. Déjà, quand t'es un 7-footer qui en plus de ça sait shooter à 3 points, tu ne passes absolument pas inaperçu aux yeux des scouts. Mais quand en plus de ça, tu possèdes un QI basket très élevé et que tes perfs confirment ton talent, forcément tu fais parler de toi. Avec 8 double-double en 10 matchs cette saison, il est dans le top 10 de la NCAA pour ce qui est du scoring et des rebonds. Évidemment, ça fait parler, et encore plus quand on voit à quel point, en tant que senior, il est devenu un leader vocal à Stanford. Et en fait, pour moi, un gros point positif le concernant, même s'il est né en 2003, reste son évolution constante. Ok, il a déjà 21 ans, mais les scouts adorent les joueurs qui montrent qu'ils peuvent progresser d'année en année. Reynaud est passé du statut de joueur de complément à Stanford sur ses premières années à celui de franchise player, capable de sortir des performances XXL. Son match à 33 points, 14 rebonds contre UC Davis, ou l'autre à 32 points et 16 rebonds contre Santa Clara sont là pour le prouver. C'est clairement avec ce genre de prestations qu'il est en train de montrer à tout le monde qu'il est prêt tout de suite pour la Grande Ligue. Aujourd'hui, dans un rôle de stretch 5, il semble absolument NBA ready. Ceci dit, ce qui risque de l'empêcher d'être drafté trop haut, c'est sa défense, et plus précisément sa protection de cercle. Il a beau exceller au rebond défensif et mesurer 2,16 m, il n'est pas aussi dissuasif que ce que sa taille et son poste pourraient laisser espérer. Son manque de verticalité et de vitesse latérale limite son impact contre les intérieurs explosifs ou face à des pick and roll agressifs. Reynaud n'est clairement pas un intérieur mobile, et dans une NBA où la tendance est de tout switcher, ce point pourrait être pénalisant. Mais pour moi, malgré ça, Maxime reste un candidat très sérieux pour le second tour de la draft 2025. Et s'il ne devait pas être sélectionné, il possédera tout de même le profil parfait et l'expérience parfaite pour décrocher un two-way contract. Ce sera un lot de consolation. Grâce à ses qualités offensives variées, je pense qu'il pourrait devenir un stretch 5 précieux pour une équipe cherchant un pivot prêt à contribuer tout de suite. Et enfin, last but not least, Nolan Traoré, la pépite de 50 ans. Né en 2006 à Créteil, il incarne tout ce que l'on peut attendre d'un meneur moderne. Vitesse, créativité et surtout un flair offensif impressionnant. Après avoir été utilisé comme sparring partner par Vincent Collet chez les Bleus avant les JO, il a obtenu ses premières sélections en équipe de France grâce à Fred Fautou. Et là, aussi bien à l'entraînement qu'en match, Nolan a impressionné. Alors qui est ce meneur tricolore qui déjà fait kiffer tous les scouts US? Eh bien, je vais vous en parler, c'est le but ici. Formé par Charenton lui aussi, puis passé par le Pôle France, Traoré s'est très vite imposé comme l'un des plus grands noms de sa génération en France. À 17 ans, il alignait déjà près de 17 points et 5 passes de moyenne en National 1 face à des adultes pourtant expérimentés. Dans toutes les compétitions jeunes en parallèle, il livrait des performances à couper le souffle, mais c'est l'année 2024 qui définitivement a marqué un tournant pour lui. Déjà, il a commencé en grande pompe en se faisant remarquer au Nike Cup Summit à Portland, en compilant 18 points et 4 passes face aux meilleurs prospects mondiaux. De retour en France, il survole la finale du Adidas Next Gen Tournament, en cumulant 45 points et 9 passes face à Barcelone. Rien que ça. Ensuite, il rejoint Saint-Quentin pour la fin de saison en Betclic Elite en tant que pigiste médical. Résultat, des performances majeures, notamment ses 25 points inscrits contre l'Asvel en playoff qui confirment qu'il peut tenir son rang face à des joueurs de très haut niveau. À seulement 18 ans, Nolan n'a pas traîné pour devenir une pépite, l'un des joueurs les plus prometteurs du basket français. Meneur d'1,93 m pour 84 kg, il est avant tout un scoreur. Il n'a aucun problème
pour ce qui est de créer son propre tir grâce à une explosivité déconcertante et surtout un excellent contrôle de son corps. Puis en transition, c'est une véritable fusée, un joueur qui a toujours la tête haute, prêt à pousser le ballon ou à trouver un coéquipier démarqué. Avec ça, son jeu sur pick and roll est particulièrement efficace, lui qui combine un vrai QI basket à des qualités de slasher redoutables. Ça en fait quand même des qualités super intéressantes chez un garçon de seulement 18 ans. Et ouais, Traoré possède un éventail offensif qui plaît beaucoup tant il est varié. Floater, step back, sidestep, tout est dans son bag, et l'agressivité qu'il peut avoir pour attaquer le cercle lui permet vraiment d'être un scoreur polyvalent. Ok, il est encore un peu trop dépendant de sa main droite, mais il compense par une faculté à changer de rythme et à trouver des angles bien à lui qui déstabilisent parfaitement ses adversaires. Son énergie en plus de ça est contagieuse, et la cerise sur le gâteau c'est que ça se remarque aussi en défense. Nolan est capable de mettre une pression constante sur les porteurs de balles, il anticipe bien, il lit bien les lignes de passe, et n'a aucun mal à défendre sur les deux postes arrière, grâce à sa taille et grâce à son envergure. Que dire de plus en vrai? Il est un meneur très complet des deux côtés du terrain. Maintenant, bien sûr, il est encore jeune, et encore heureux, il reste des points sur lesquels il devra taffer. Par exemple, sa sélection de tir est parfois discutable, et il peut lui arriver de forcer un peu, ou de se précipiter. Si sa mécanique est excellente, ce sont ses choix qui de temps en temps rendent ses pourcentages extérieurs très aléatoires. Tout ça devrait s'améliorer avec l'âge, mais ça restera à surveiller, d'autant plus qu'actuellement, il connaît une petite phase de creux dans le domaine avec Saint-Quentin, lui qui vient de perdre sa place de titulaire. Nolan est bourré de talent et il le sait, si bien que dans les moments chauds, il peut avoir un peu trop tendance à oublier ses coéquipiers et à chercher à faire la différence tout seul. Au vu de ses 18 ans, je ne m'en fais pas trop à ce sujet, mais il fallait quand même évoquer ce point. Par contre maintenant, pour être totalement honnête, à son âge, je préfère largement qu'il soit trop fougueux plutôt que trop timide, même si pour un avenir en NBA, il devra un minimum se discipliner. En tout cas, moi ce dont je suis sûr, c'est qu'avec toutes ses qualités, un top 10, voire même potentiellement un top 5, lui tend les bras en vue de la prochaine draft. S'il confirme avec Saint-Quentin et se révèle sur la scène internationale, pas mal d'éléments pourraient jouer en sa faveur, parce que ouais, ce que je retiens le concernant, c'est qu'il a tout pour réussir en NBA. Un physique idéal pour le poste, des qualités offensives impressionnantes, de l'intensité en défense, de la confiance et même une vraie marge de progression. Si les étoiles s'alignent comme il faut, je le vois même bien devenir l'un des leaders de la nouvelle génération de Français en NBA. Dans cette cuvée, pour moi, il est celui qui possède le plus bel avenir. Pour lui, la route est déjà balisée. Il n'a plus qu'à travailler, s'améliorer et à confirmer. D'ailleurs, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous y croyez fort également en Nolan Traoré? Et parmi les autres prospects que je vous ai présentés aujourd'hui, quels sont ceux, selon vous, qui vont briller en NBA? Ou alors le contraire, ceux qui vont flopper? Donnez-moi vos avis en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Comme d'hab, j'irai liker les plus intéressants. Alors n'hésitez pas, lâchez-vous, je compte sur vous dans la section com.